Le décor est simple mais les implications sont lourdes. UFC 325. À Kudos Bank Arena, co-main event en lightweight, avec deux profils qui ne se neutralisent pas gentiment. Benoît Saint-Denis contre Dan Hooker. Sur l'affiche officielle de l'événement, Hooker est listé 6e et Saint-Denis 8e. Ce n'est pas un combat pour faire joli, mais un carrefour de classement. L'autre donnée qui verrouille le cadre. Ils ont fait le poids à la pesée de l'événement, donc pas d'excuses cut ratées pour expliquer une contre-performance. La méthodologie sans improvisation commence par refuser l'analyse émotionnelle du style et forcer l'analyse mécanique. Quelles contraintes physiques dictent les échanges? Puis quelles compétences transforment ces contraintes en dégâts? Puis quelles décisions, Fight IQ, transforment les dégâts en victoire? Tout le reste, narratif, hype, courage, est secondaire tant qu'on n'a pas verrouillé ces trois étages. La première couche qu'on doit aborder est la biométrie utile, pas biométrie décorative. Hooker, 6-0, d'allonge et 75 pouces. 155 lbs, stance switch. Saint-Denis, 5-11 d'allonge et 73 pouces. 155 lbs, southpaw, né en 1995. Une inch et demi d'allonge. Ce n'est pas énorme sur le papier, mais c'est suffisant pour faire exister un jab type plus tôt, et surtout pour faire payer les entrées en lutte d'un homme qui avance. Ensuite, la latéralité, southpaw versus switch. Ça veut dire que Saint-Denis veut naturellement aligner son gauche, cross straight, sur la ligne centrale, et Hooker a la possibilité de changer de garde pour casser les lectures, mais aussi le risque de se faire cueillir au changement s'il bascule sans structure. Là, la question n'est pas qui a la meilleure boxe, c'est qui impose la géométrie des lignes. La deuxième couche est l'âge civil versus l'âge de combat. Hooker a 35 ans, Saint-Denis 30 ans. 5 ans à ce niveau, ce n'est pas seulement la vitesse brute. C'est l'addition des micro-traumatismes, la tolérance aux échanges prolongés et la vitesse de récupération entre les rounds. Et ce point est particulièrement sensible ici parce que Hooker sort d'un combat récent et très défavorable contre Arman Tsarukyan. Défaite par arm triangle choke au round 2 à 3:34 lors de l'événement UFC Qatar. À ça s'ajoute un élément contextuel qui compte pour un striker. Hooker a expliqué s'être fracturé, le nez sur un headbutt, pendant les cérémonies de pesée sur ce Fight Week-là. Et l'histoire est revenue au centre de la promo. Même si on refuse le storytelling, la conséquence pratique est nette. Un nez abîmé change la respiration, la gestion de la panique sous pression et l'acceptation du clinch contre la cage. La troisième couche est le momentum réel, pas vibe. Saint-Denis arrive avec un momentum qui a été documenté par des faits de cage, pas des impressions. KO TKO sur Benail. Dariush en 16 secondes au round 1 à UFC 322, confirmé sur la page officielle de l'événement. L'UFC a aussi publié un papier qui cadre ça. Trajectoire récente et le décrit comme « ascending again ». Donc on a bien un signal institutionnel. L'organisation le pousse. Parce qu'il produit de l'action et parce qu'il redevient crédible sportivement. Ça ne garantit pas qu'il gagne, mais ça garantit qu'il n'arrive pas en reconstruction floue. Il arrive avec une identité agressive assumée et une confiance alimentée par un finish ultra rapide. Maintenant, on rentre dans la matrice technique en commençant par le debout, parce que c'est là que la plupart des erreurs d'analyse se produisent. Les gens confondent danger et domination. Hooker est dangereux dans un cadre précis. Quand l'échange se passe à la bonne distance, avec du temps de lecture, et quand l'adversaire traverse la zone rouge en ligne droite, c'est un striker long, qui sait punir les entrées, qui a l'habitude des guerres, et qui ne panique pas quand ça devient sale. Ce que le switch stance ajoute ici, ce n'est pas un gadget. C'est une capacité à changer l'angle d'attaque sur les kicks et à varier les lignes de contre, notamment pour empêcher Saint-Denis de se caler dans son rythme southpaw. Je marche et je déclenche le gauche. Mais le debout de Saint-Denis n'est pas un debout propre. C'est un debout utilitaire, fait pour casser la posture adverse et ouvrir la lutte. Son striking sert à deux choses, faire reculer l'adversaire ou le faire frapper en reculant. Et contre Hooker, c'est le cœur du duel. Si Saint-Denis obtient un Hooker en marche arrière, il obtient soit la cage, donc clinch, soit la ligne d'entrée, donc takedown. Si au contraire Hooker garde le centre, maintient la distance, et force Saint-Denis à entrer depuis trop loin, Saint-Denis se transforme en cible, il devient lisible, parce que sa pression est un engagement. Donc on fixe la première variable critique du combat, qui gagne la bataille du centre de cage dans les 2 premières minutes. Pas qui touche le plus, mais qui décide où se déroule l'échange. Une cage contrôlée par Hooker détache longues armes, kicks, lecture, punition des entrées. Une cage contrôlée par Saint-Denis, hatch out, collision, clinch, usure, transition. La deuxième variable critique, la punition des niveaux, c'est-à-dire comment Hooker sanctionne les changements de niveau de Saint-Denis. Saint-Denis va vouloir descendre sur les hanches, accrocher une jambe ou au minimum forcer un clinch. Le risque structurel pour lui est connu dans tous les match-ups. Pressure grappler versus striker long. S'il entre tête basse en ligne sans feinte, il donne des fenêtres à des armes très rentables. Genoux, uppercuts, front kicks et surtout les menaces de guillotine front headlock qui font hésiter. Et même sans soumission, une simple menace de coup peut suffire à faire rater 2-3 entrées.
Et rater 2-3 entrées contre un striker long, c'est encaissé gratuitement, avant même de toucher la lutte. La troisième variable critique, la capacité de Hooker à survivre sans se faire coller. Ça a l'air abstrait, mais c'est concret. Si Saint-Denis colle Hooker contre la cage, il n'a pas besoin de réussir un takedown propre. Il peut gagner la minute par l'écrasement, les genoux, les petits coups, la fatigue des bras, puis descendre quand l'équilibre est déjà brisé. Et c'est ici que la donnée, sortie récente versus Tsarukyan, redevient tactique. Hooker a été soumis au round 2, et la séquence médiatique autour de son nez, fracturé, rappelle qu'il arrive avec du vécu très proche. Ça ne veut pas dire qu'il est fini. Ça veut dire que si le combat devient un test d'attrition dès le round 1, la question n'est plus qui est plus technique, c'est qui a le meilleur réservoir aujourd'hui. La quatrième couche, le contexte environnemental, le lieu et l'avantage local. L'événement est à Sydney. Donc Hooker n'est pas exactement à la maison au sens strict, mais il est sur son fuseau régional et face à une foule acquise aux combattants d'Océanie. Alors que Saint-Denis voyage loin. On ne surestime pas le public, mais on ne le nie pas. Un public qui réagit fort peut influencer les micro-choix d'un juge dans un round serré, et surtout peut influencer le tempo émotionnel d'un combattant. Certains accélèrent trop, d'autres se calment. Ici, c'est crucial pour Saint-Denis, parce que son plus grand défaut possible n'est pas le manque de courage, mais l'excès d'engagement. S'il force au lieu de construire, il donne à Hooker exactement le type d'échange qu'un sniper long attend. À ce stade, on peut déjà écrire les 2 chemins de victoire, sans inventer quoi que ce soit, juste en prolongeant les contraintes. Chemin de victoire Hooker. Empêcher la cage. Ça implique un centre de cage maintenu, une première couche de kick et de jab pour faire payer l'avance, et surtout une discipline. Ne pas s'engager dans des échanges où il termine ses combinaisons trop près. La règle froide, c'est toucher et sortir, pas toucher et admirer. Plus Hooker reste propre, plus Saint-Denis doit prendre des risques pour entrer, et plus Hooker a d'occasion de le cueillir à la montée ou à la sortie. Et si Hooker crée le doute sur les entrées, il ralentit mécaniquement la lutte. Un grappleur qui hésite, c'est un grappleur qui boxe. Chemin de victoire Saint-Denis. Transformer le combat en succession de micro-collisions gagnées. Pas besoin d'un takedown spectaculaire. Il a besoin d'une accumulation de positions dominantes, même courtes, où il fait travailler Hooker. Chaque séquence contre la cage est une taxe. Taxe sur le souffle, taxe sur les avant-bras, taxe sur la posture. Et plus la taxe s'accumule, plus le debout de Hooker perd ce qui fait sa supériorité. La lecture calme. Ensuite au sol, même si Hooker se relève. Il se relève fatigué, donc il redevient prenable à la cage. Le cercle vertueux de Saint-Denis, c'est pression, cage, fatigue, entrée plus facile, contrôle plus long. Et là on arrive à la jonction la plus importante de toute l'analyse. Ce fight n'est pas striker versus grappler au sens caricatural, c'est distance versus friction. Hooker veut de la distance, Saint-Denis veut de la friction. La technique n'est que le moyen. La victoire vient de l'imposition d'un milieu. On va zoomer d'abord sur le clinch, parce que c'est la zone charnière entre distance et friction. Chez Benoît Saint-Denis, le clinch n'est pas un endroit où il se repose. C'est un accélérateur d'usure. Il ne cherche pas immédiatement la projection propre façon lutte académique, il cherche le déséquilibre progressif. Pression de l'épaule sous le menton, main qui contrôle le biceps ou le poignet pour empêcher les frames, genoux courts à la cuisse et au corps, puis descente de niveau quand l'adversaire commence à se redresser pour respirer. Cette logique est fondamentale. Chaque micro-ajustement de posture de l'adversaire est une opportunité. Si Hooker garde une posture trop droite pour éviter la lutte, il s'expose aux genoux. S'il baisse trop son centre de gravité pour défendre le takedown, il s'expose au travail de tête et aux uppercuts courts en sortie. Chez Dan Hooker, le clinch est historiquement une zone de survie plus qu'une zone de domination. Il sait s'en extraire, il sait utiliser la cage pour se relever, mais il n'est pas dans une logique d'écrasement prolongé. Sa priorité est la séparation, pas la punition longue. Et c'est là que le différentiel de style devient critique. Chaque seconde passée en clinch est globalement neutre ou négative pour Hooker, même s'il ne prend pas de dégâts visibles, parce qu'elle sert le plan macro de Saint-Denis. Autrement dit, même un clinch sans événement est une victoire stratégique pour BSD. On bascule ensuite sur le grappling défensif, souvent mal analysé parce qu'on ne regarde que les soumissions. Ici, la question n'est pas BSD peut-il soumettre Hooker, mais Hooker peut-il se relever sans payer un prix trop élevé? Hooker est capable de se relever techniquement, wall walk, underhook, demi-guard active, mais le coût énergétique de ces séquences est élevé, surtout si elles sont répétées. Et plus important encore, se relever n'annule pas la séquence, il la termine. Or, chaque séquence terminée par un retour, debout avec fatigue accumulée réduit la qualité du striking derrière. Le jab perd en snap, les kicks deviennent plus lisibles, les sorties se raccourcissent. C'est un phénomène cumulatif, pas instantané. À l'inverse, le grappling défensif de Saint-Denis est moins souvent testé, mais il est structurellement simple. Il accepte moins d'être sur le dos parce qu'il force, rarement des positions déséquilibrées, sans contrôle préalable. Et surtout, son grappling défensif commence avant le sol. Il lutte pour ne pas être mis en arrière, pas pour s'échapper une fois dominé.
Ça réduit fortement les opportunités de Hooker de capitaliser sur une erreur unique. On arrive maintenant à la gestion d'énergie, qui est le vrai fil rouge du combat. Ce fight n'est pas un sprint pur ni un marathon classique, c'est une course à paliers. Le round 1 est déterminant non pas par son résultat, mais par sa forme. 3 scénarios possibles dès les 3-4 premières minutes. Premier scénario, Hooker maintient le centre, touche proprement, force Saint-Denis à rater des entrées. Dans ce cas, Saint-Denis dépense beaucoup d'énergie mentale et physique pour peu de gains, et Hooker sort du round avec confiance et respiration contrôlée. Deuxième scénario, Saint-Denis touche la cage rapidement, même sans takedown clair. Là, Hooker respire déjà plus haut. Les épaules montent, les sorties deviennent moins fluides. Troisième scénario, plus rare mais possible. Un échange dur très tôt qui touche le menton de l'un des deux. Et ici, il faut être précis. Le menton de Hooker a été testé de nombreuses fois au plus haut niveau, parfois avec succès, parfois non. Celui de Saint-Denis est moins documenté face à un striker long et précis dans cette catégorie. Le premier gros impact propre a donc une valeur informationnelle énorme. Le round 2 est le round de vérité stratégique. Si Saint-Denis n'a pas réussi à installer son jeu de friction au round 1, il est obligé d'augmenter le risque. Entrée plus profonde, pression plus frontale, donc exposition accrue au contre. A l'inverse, s'il a déjà fait travailler Hooker, même sans finish, le round 2 devient une pente glissante pour le Néo-Zélandais. Chaque échange debout commence avec une dette cardio. C'est souvent là que les genoux en clinch, les takedowns sales et le ground and pound court prennent toute leur valeur. Le round 3, s'il a lieu, n'est plus un round technique au sens pur. C'est un round de décision et de lucidité. Hooker, s'il est encore frais, a l'avantage de l'expérience des rounds serrés et des décisions sous pression. Saint-Denis, s'il est encore dominant physiquement, a l'avantage du contrôle et de l'impression de domination continue. Et c'est ici que le facteur public et la lecture des juges entrent en jeu. Pression contre la cage, contrôle, initiative visible. Même sans gros dégâts, ces éléments pèsent lourd. On peut maintenant identifier les failles spécifiques, pas génériques. Faille potentielle de Saint-Denis, l'overcommit. Quand il décide que ça doit passer maintenant, il peut sacrifier la variété au profit de la force brute. Contre un striker long, c'est dangereux, parce que la répétition crée la lecture. Faille potentielle de Hooker, accepter trop longtemps. Une situation neutre en pensant qu'elle n'est pas dangereuse. Contre un pressure fighter, la neutralité n'existe pas. Soit tu avances, soit tu recules, soit tu t'uses. À ce stade, le combat peut être lu comme un système fermé avec peu de variables réellement libres. Distance, cage, cardio, discipline, tout ce qui ressemble à deux. L'improvisation est en réalité une conséquence de ces paramètres. On entre maintenant dans la lecture micro, celle qui permet en direct, sans statistiques ni ralenti, de savoir quel scénario est en train de s'imposer. C'est le cœur de l'analyse sans improvisation. Identifier des signaux faibles mais déterminants. Premier signal immédiat, la posture et la base. Si Dan Hooker garde une base large, genoux légèrement fléchis, buste droit mais mobile, c'est qu'il est à l'aise dans la distance. S'il commence à se redresser excessivement ou à croiser les appuis en sortie, ce n'est pas un problème technique isolé, c'est le signe que la pression commence à perturber sa gestion de l'espace. A l'inverse, chez Benoît Saint-Denis, un signal clé est la qualité de ses entrées. Si ces changements de niveau sont précédés de feintes crédibles, épaules, regard, demi-jab, il est dans le bon tempo. S'ils deviennent téléphonés, tête basse, sans menace haute, c'est qu'il force. Deuxième signal, la respiration visible entre les échanges. Ce point est souvent négligé, mais il est crucial ici. Hooker est un combattant qui, quand il est frais, respire bas, poitrine stable, bouche souvent fermée entre les séquences. Si on voit une respiration haute, bouche ouverte prolongée, surtout après des clinches courts, c'est un indicateur d'usure prématurée. Chez Saint-Denis, le signal inverse compte. S'il conserve une respiration contrôlée tout en maintenant la pression, c'est que son plan est économiquement viable. S'il commence à pousser sans récupération visible, il entre dans une zone de danger stratégique, même s'il domine visuellement. Troisième signal, le choix des coups faciles. Un combattant en contrôle choisit des armes à faible coût énergétique. Pour Hooker, ce sont le jab, le tip, les low kicks en sortie. S'il commence à chercher des crochets larges ou des combinaisons, longues sans nécessité, c'est souvent une réaction à une pression subie. Pour Saint-Denis, les coups faciles sont les frappes courtes en clinch, les genoux au corps, les descentes contrôlées. S'il commence à lancer des overhands isolés depuis trop loin, c'est qu'il est frustré par la distance. Quatrième signal fondamental, le temps passé dos à la cage. Ce n'est pas seulement une question de secondes, mais de qualité. Si Hooker touche la cage puis en sort immédiatement, angle créé, centre repris, le danger est contenu. Si au contraire il reste collé, même sans être projeté, chaque seconde est une victoire invisible pour Saint-Denis. La cage est un multiplicateur de fatigue. Elle empêche la fuite, elle favorise la pression, elle réduit les options. Un combat où Hooker passe plus de 30-40% du round de dos à la cage est statistiquement un combat qui lui échappe, même s'il touche plus proprement à certains moments. Cinquième signal, la qualité des sorties après échange. Un striker qui domine sort toujours sur un angle, jamais en ligne droite.
Si Hooker commence à reculer en ligne, menton haut, après ses propres attaques, c'est que la menace de la lutte commence à inhiber son jeu de jambes. A l'inverse, si Saint-Denis attaque, échoue, et se retrouve en ligne face à Hooker sans sortie latérale, c'est une fenêtre de contre majeure. À partir de ces signaux, on peut dérouler les scénarios de fin avec une logique froide. Scénario de victoire. Hooker par KO, TKO. Il survient presque toujours sur une entrée punie. Saint-Denis force une transition. Hooker Lee recule juste assez et déclenche soit un genou, soit un uppercut, soit une combinaison courte quand Saint-Denis est déjà engagé vers l'avant. Ce type de finish arrive souvent au round 1 ou début round 2, avant que l'usure cumulative ne fasse effet. Il repose sur une chose, la discipline défensive de Hooker et l'impatience de Saint-Denis. Scénario de victoire. Saint-Denis par TKO ou soumission tardive. Il repose sur l'accumulation. Pas besoin d'un moment spectaculaire. Clinch, cage, sol, relevé, reclinch. Le finish arrive quand Hooker n'a plus la lucidité pour défendre proprement. Bras lourd. Posture cassée, réaction retardée. Le TKO peut venir d'un ground and pound, après un takedown enfin stabilisé, ou d'un abandon sous pression continue. Ce scénario est plus probable à partir de la deuxième moitié du round 2 et au round 3. Scénario de décision. Il existe, mais il est asymétrique. Une décision favorable à Hooker implique une gestion parfaite de la distance sur 3 rounds, avec peu de temps passé contre la cage et des touches nettes et visibles. Une décision favorable à Saint-Denis implique du contrôle, de la pression, des phases de domination positionnelle, même sans gros dégâts. Les critères de jugement moderne favorisent clairement ce deuxième profil, si les dégâts sont comparables. Si on projette à long terme, ce combat est aussi un test de trajectoire. Pour Hooker, c'est un test de durabilité dans une catégorie où la pression et la lutte deviennent de plus en plus centrales. Pour Saint-Denis, c'est un test de maturité stratégique. Peut-il rester discipliné sans se précipiter, même quand l'adversaire résiste? Ce combat n'est pas décidé par qui est le plus fort, mais par qui impose son environnement. Distance maîtrisée, War Hooker. Friction prolongée, Saint-Denis. Tous les outils, toutes les techniques, toutes les décisions des coachs convergent vers cette ligne de fracture unique. La technique n'est que le moyen. La victoire vient de l'imposition d'un milieu.